Et pourquoi est-ce qu'ils vous laissent en liberté? Oui, parce que c'est une question que vous devez poser à eux, pas à moi. Mais B aussi, j'ai vraiment des difficultés en Égypte. Je ne suis pas arrêté, mais ils ne vous arrêtent pas. Il y a des passages à l'aéroport qui deviennent un peu compliqués. Ils ne vous arrêtent pas, mais ils vous embêtent. Ils vous embêtent vraiment d'une manière incroyable. Je suis interdit d'écrire dans tous les journaux égyptiens. Je suis interdit de faire mon séminaire culturel que j'ai organisé pendant 20 ans. Je suis interdit à la télévision. Il y a toujours une propagande contre moi. Ils m'accusent à la télévision d'être traître, agent de CIA, de Mossad. Ça va, hein? Vous savez, c'est ici qu'une histoire a commencé. Juste quelques escaliers au-dessus, où se tenait le siège de la revue La Pensée de Midi, qui a été éditée pendant 10 ans chez Actes Sud, que j'ai eu le plaisir de diriger. Et donc, c'est ici qu'est né, en 2004, au printemps 2004, un numéro qui s'appelait Égypte. L'idée était de faire connaître des écrivains égyptiens de langue arabe, non traduits, non encore traduits. Et c'est ainsi qu'avec ce numéro de printemps 2004, donc il y a bientôt 15 ans, que j'ai pu faire la connaissance d'Ala Al-Aswany. Et donc je suis vraiment très heureux de nous retrouver, de vous retrouver. Merci d'avoir bravé la pluie pour discuter à nouveau avec Ala Al-Aswany et parler de littérature. Parce que souvent, avec Ala Al-Aswany, qui est devenu un personnage public, et dont, à l'occasion de ce livre, j'ai couru vers le Nil, donc toujours publié chez Actes Sud, et qui donc, si j'ai bien compris, est publié que dans 3 pays arabes, au Liban, en Tunisie et au Maroc, c'est ça. Tout le reste, ce livre n'est pas disponible. Et non, il est interdit officiellement. Il est interdit officiellement. Voilà. Donc c'est vrai que voilà, on parle souvent un peu trop de politique et pas assez de littérature. Or, on a d'abord et avant tout affaire à un écrivain. Et c'est comme écrivain que je souhaiterais ce soir placer le signe de notre rencontre, même si, évidemment, puisque c'est un écrivain qui fait un roman politique, au sens de mise en récit du monde, et de cet ébranlement, de cette secousse majeure qu'a été la Révolution et la place Tahrir, qu'il a vécu de très très près. Mais c'est pas un témoin, c'est un romancier. Et en n'oubliant pas que, très loin de tout orientalisme, enfermement dans une littérature singulière, etc., l'écrivain qui compte le plus, je crois ne pas me tromper pour Ala Al-Aswany, s'appelle Dostoïevski. Et donc c'est voilà. Et Dostoïevski, évidemment, qu'il a parlé du monde, qu'il a parlé de l'incarcération, qu'il a parlé de la Russie, du nihilisme, mais il a d'abord été un écrivain. Et c'est comme écrivain, avec cette veine, cette capacité de mettre en récit, que je souhaiterais qu'on se passe ce soir. Alors, on est là pour vous écouter, Monsieur Al-Aswany, ce soir. Et donc, on va le faire, puisque ce roman est un roman polyphonique, un roman à plusieurs voix, avec des personnages qui parcourent tout ce livre. Et donc, j'aimerais pour entrer, puisque c'est une invitation à la fois au voyage en Égypte, une Égypte qui est un peu rude, hein, c'est pas une invitation au voyage bien sûr dans une felouque pour se promener le long du Nil. J'ai couru vers le Nil, mais j'ai couru vers la tragédie d'une révolution et surtout d'une contre-révolution dont on n'a pas très bien compris et mesuré la violence et l'ampleur. Donc j'aimerais, Ala Al-Aswany, qu'on parle de ces personnages, parce que au fond, un romancier, il campe des personnages, il les fait exister, et Dieu sait si ces personnages existent. Alors, j'aimerais, comme ça, égrener quelques noms de personnages et que vous nous en donniez
comment vous les caractérisez, comment ils ont pris forme, comment vous avez envie d'en parler, et puis après, si vous voulez en savoir plus, le livre est par là, et dans la dernière demi-heure de notre rencontre, à 18h30, puisque la librairie ferme à 19h, il y aura un moment de signature prévu, évidemment, à la librairie Maupetit, et je salue vraiment leur organisation, la qualité de leur rencontre, et de ce lieu, qui est un lieu d'exposition qui devient majeur en termes de photographie et d'art contemporain. Alors commençons par le premier personnage, qui est celui qui ouvre le livre, qui est un personnage tout à fait sympathique, le général Ahmed Alwani. Vous le savez quand même, je suis dentiste aussi. Et ça a été très utile pour moi, de mon cabinet dentaire, d'essayer de comprendre comment les gens réfléchissent, comment les gens réagissent. Et j'écoute mes patients au cabinet dentaire, j'essaye de les mieux comprendre selon votre expérience avec les dentistes. Vous avez absolument le droit de dire mais comment vous allez comprendre vos patients? Chez le dentiste, on n'a pas le temps de parler. C'est vrai, hein? Dès que vous entrez dans un cabinet dentaire, après 2 ou 3 phrases, il y a toujours cette phrase, hein, très, très connue. Ouvrez la bouche, s'il vous plaît. Moi, je dois dire que je suis différent. J'écoute, mes patients deviennent mes amis. Plusieurs fois, ils viennent au cabinet dentaire, ils disent écoutez, on ne veut plus faire rien aujourd'hui, ça va, on commande un café, on parle. Alors, mon cabinet dentaire est un cabinet dentaire et aussi quelque chose d'autre. Il y a un cerveau littéraire un peu. Peut-être une rencontre, un lieu de rencontre humaine. Alors, j'ai rencontré ce général chez moi au cabinet. Il est venu, c'est quelqu'un de très poli, et ça, j'ai essayé de montrer que c'est quelqu'un de très poli, parce que les grands tortureurs ne sont pas agressifs pendant la vie quotidienne. Ce sont les amateurs qui sont agressifs. Mais quand on est maître de torture, on n'a pas besoin... Au contraire, on est très bien, on est très poli et tout. Mais il y a, si vous sentez, vous observez, il y aura toujours quelque chose qui ne va pas. Comme une étincelle, vous voyez. Alors, j'ai rencontré pas mal parce qu'ils voulaient soigner les dents, des officiers de la sécurité, mais c'était un général, il m'a dit je suis général à la sécurité d'État. Ça compte un peu en Égypte. La sécurité d'État, c'est l'endroit où on torture les gens. Dès que vous dites la sécurité d'État, les gens vraiment ils deviennent effrayés parce que on fait rien d'autre, tu vois. Alors, ce général, il a une dimension humaine quand même, justement, parce qu'il a une fille qui visiblement il aime beaucoup. Donc c'est peut-être le deuxième personnage qui est là, qui est donc notre belle figure, qui s'appelle Dania. Ouais. Et Dania, elle est prise dans ce moment de l'histoire, et elle est étudiante, et elle va participer à des mouvements, et son père va être assez stupéfait de savoir qu'elle participe, je crois, au comité de soutien de Khaled Saïd. Oui, absolument. Donc, quelques mots sur cette belle figure de Dania qui essaye de s'émanciper de son père tout à fait doux, aimant, mais qui est en même temps, effectivement, ce général de la sécurité d'État. Simplement parce que j'ai été inspiré par des jeunes que j'ai rencontrés qui ont eu une conscience qui dépasse les intérêts de leur classe sociale. Ça, je l'ai vécu. Une fois, j'étais intéressamment, c'était à l'ambassade de France
au Caire. Il y avait une réception, l'ambassadeur était mon ami et mon ami. Et j'ai rencontré quelqu'un que je ne connais pas qui m'a dit, écoutez, moi, peut-être, il avait trop bu un peu, alors il m'a dit, écoutez, moi, j'ai beaucoup de respect pour vous, mais je ne vous aime pas. Et je dis, écoutez, moi, c'est pas vraiment un grand problème parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'aiment. Alors il m'a dit, mais pourquoi pas, est-ce qu'on peut boire un verre ensemble? Je dis oui. Et je me suis rendu compte, on a continué à boire, et je me suis rendu compte que c'est quelqu'un très lié à la famille de Moubarak. Parce que sa fille, sa neuve, est l'épouse de l'un des fils de Moubarak. Vous voyez? Alors, j'ai essayé, mais pour dire la vérité, c'était quelqu'un d'intelligent, c'était quelqu'un avec lequel on peut parler, on peut discuter. J'ai essayé d'expliquer que la révolution, c'est parce qu'il y a deux pays avec le même nom, c'est l'Égypte. Il y a une Égypte, tu vois, dans l'oubli, dans l'ombre, et il a commencé à comprendre un peu, et à la fin, il m'a dit est-ce que je peux donner votre numéro de téléphone à mon fils parce qu'il est révolutionnaire? Et j'ai dit écoutez, Wallah lazim. Et j'ai dit ok, comme vous voulez. Et j'ai eu un appel le lendemain d'une personne, d'un jeune, qui est vraiment révolutionnaire, qui est membre de 6 avril, un mouvement révolutionnaire très connu en Égypte. Donc Dania, elle a un peu cette trajectoire. Exactement. Au cœur même de la sécurité d'État, et c'est ça ce que permet la littérature, le roman, de raconter ces histoires, c'est-à-dire que c'est jamais blanc et noir, c'est-à-dire qu'il y a des entrelacs. Ce jeune homme, personne de sa famille ne parle plus à lui. On le considère comme un traître. Vous voyez? C'est seulement son père, parce que c'est son père, tu vois. Mais les autres, ils ne parlent plus à lui. Et c'est quelqu'un de... Je pense que c'était bien compris. C'est quelqu'un de très bien. Parce que c'est quelqu'un qui est vraiment très riche. Il n'avait pas besoin de tous ces problèmes. Et vous voyez, des vrais problèmes. Il était parmi les révolutionnaires pendant les massacres. Ça a été très possible pour lui d'être tué. Vous voyez? Donc Dania a des origines comme ça dans ce giron du pouvoir. Et puis Dania a un amoureux qui, alors là, on touche à une autre facette de l'Égypte, la différence de classe. Et donc il y a Khaled. Quelques mots sur le personnage de Khaled qui est à l'université avec elle. Non, Khaled présente la majorité des jeunes révolutionnaires. Et je pense que ces jeunes révolutionnaires, il s'agit là, on ne doit pas oublier que 60% des Égyptiens sont au-dessous de l'âge de 40 ans. Alors il s'agit d'un pays jeune, vraiment. Et ce sont ces jeunes qui sont, à mon avis, excusez-moi, le miracle, un vrai miracle. Parce qu'ils n'ont pas eu une éducation très efficace. Ils n'ont pas compris que le pays a vraiment un projet. Les médias en Égypte sont dans une situation catastrophique, absolument sous le contrôle du régime. Mais vous pouvez dire, les études américaines disent c'est grâce à Facebook, je ne sais pas. Hein. C'est vrai, mais est-ce que ça suffit que si vous êtes sur Facebook, ça suffit que de vous convaincre d'aller pour mourir? Vous voyez? Je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Mais de toute façon, c'est un miracle. Hein. Alors Khaled représente là une génération incroyable. Vous voyez, une génération qui n'a pas accepté les solutions proposées par les parents.
Les parents voulaient quoi? La situation est catastrophique en Égypte, on essaye d'avoir un contrat dans un pays du Golfe et faire une petite fortune et rentrer en Égypte comme ça pour vivre tranquillement. Les jeunes n'ont pas accepté cette formule. Ils voulaient un changement, ils étaient absolument préparés pour payer le prix et on doit changer notre pays maintenant. Et donc il incarne ça, donc c'est le fils d'un chauffeur qui va jouer un rôle important dans le roman, qui s'appelle Madani, mais ça peut-être on n'en dira pas plus, parce qu'on va le retrouver à la fin du roman, et donc on ne peut quand même pas tout vous raconter. Il va laisser quelques points de suspension. Alors, il y a aussi une figure qui est une figure importante qu'on avait déjà dans l'imam Yacoubian, que j'appellerais dans le vocable français la figure du libertin, Ashraf Ouissa. Et donc qui est un copte, si j'ai bien compris, qui est dans le centre du Caire, et puis bah, il tombe amoureux de quelqu'un qui est la dame qui s'occupe de la maison, qui est va bouleverser sa vie, et en même temps il y a le temps de la révolution. Donc quelques mots sur Ashraf Ouissa, parce que là aussi, il incarne une figure qu'on voit déjà, un personnage qu'on voit déjà dans l'imam Yacoubian, un peu comparable, et qui, au fond, lui aussi s'est engagé très très fortement au moment de ce moment de basculement que connaît l'Égypte après la place Tahrir en 2011. Pour écrire Ashraf, j'étais inspiré par pas mal de personnes, parce que il y a pas mal de personnes que j'ai connues qui, avant la Révolution, vivaient une vie très loin de la politique, de la révolution, et une vie ordinaire. Même, ils se moquaient des gens révolutionnaires qui voulaient un changement. À un moment donné, et c'est toujours comme ça, quand ils ont vu ou ils ont vécu une scène dans laquelle un jeune a été tué par la police, ils sont devenus vraiment des personnes très différentes. Alors Ashraf a fait ça. Et aussi Ashraf, c'est quelqu'un de vrai. Si vous êtes vrai comme être humain, vous allez vraiment dépasser des barrières incroyables, des traditions, de religion. C'est quelqu'un de très vrai. Et puis il y a un autre personnage il y a beaucoup de personnages de femmes, et de femmes fortes, et notamment d'une jeune enseignante qui s'appelle Asma Zenati. Quelques mots sur Asma et comment ce personnage a pris forme, parce qu'elle aussi, elle va jouer absolument un rôle, on peut dire que c'est un des personnages principaux du livre. Absolument, Asma est la jeune révolutionnaire qui incarne, qui présente la révolution 100%. Qui est professeur au collège de Mouniera. Professeur, enseignante, et elle commence à se trouver face à face avec une corruption organisée, cachée, couverte par la religion, incroyable. Et aussi, elle est rebelle dès le commencement, parce qu'elle ne voulait pas vraiment un mariage comme les autres, mais elle a essayé tout le temps de choisir quelqu'un avec lequel elle va passer sa vie. Alors, c'est une ouverture qui présente pas mal de femmes égyptiennes révolutionnaires. On doit dire là que au minimum 50% des révolutionnaires étaient femmes en Égypte. Au minimum. Ça peut même dépasser ça. On n'a pas de statistiques, mais je parle de ce que j'ai vécu. Alors, ça ne m'étonne pas. Elle est confrontée à quelque chose qui est au départ de sa révolte, de son insoumission. C'est dans son école la façon de ne pas apprendre finalement, d'obliger de prendre des cours privés, et donc voilà, qui est un phénomène de corruption organisée dans l'enseignement, contre lequel elle va se dresser contre son directeur d'école, qui est évidemment pieux et bien pensant. Oui, absolument. Ce roman est interdit, comme vous le dites, mais ils ne comprennent pas le régime égyptien qu'on ne peut plus interdire un roman. Alors, il est vraiment très lu en Égypte, sur Internet et, comme on dit en France, sous le manteau. Et
j'ai reçu beaucoup d'emails des femmes qui disaient ce qui s'est passé avec Asma, s'est passé exactement avec moi. C'est que tu te trouves face à face avec une corruption organisée, comme le crime organisé. Vous voyez, les gens qui... Ce n'est plus quelqu'un qui est corrompu, mais il y a un network, il y a un système. Et vous êtes hors du système. Et vous êtes contre le système. Alors, vous ne serez jamais tranquille. J'adore j'ai retrouvé cette phrase qui est son directeur. Asma, je ne suis pas satisfait de votre façon d'enseigner. Vous donnez aux filles la possibilité de penser par elles-mêmes, et sur le plan pédagogique, cette méthode est très néfaste. Mais c'est un grand menteur, parce que lui, il a commencé après, il a fait un problème sur le voile, parce qu'il n'était pas voilé. Elle n'était pas voilée. Alors, elle aussi, Asma, de ces femmes de cette génération, évidemment, elle est amoureuse, et elle est amoureuse d'un très beau personnage du livre, qui est Mazen. Quelques mots sur Mazen, qui est donc un jeune ingénieur, entrepreneur, qui lui aussi est confronté à la corruption, et est confronté aussi, c'est aussi intéressant parce que dans ce livre, à plusieurs voix, il y a des rappels d'histoire, de génération. Et donc, lui, il est confronté au directeur de l'entreprise, qui s'appelle Issam Charlan, et qui lui, a été jadis un homme très engagé, nassérien, de gauche, contestataire, etc. Et puis qui aujourd'hui est devenu, au fond, très désenchanté. Et donc, peut-être le couple Mazen-Issam Charlan. Ça dit beaucoup de choses parce qu'en littérature, il n'y a pas de... À mon avis, on ne doit pas dessiner un personnage avec seulement 2 couleurs. Il n'y a pas des gens qui sont vraiment très bien et des gens qui sont très mauvais, mais il y a ce mélange humain, si vous voulez. Chaque être humain, il a des choses très positives et il a des choses très négatives, et la littérature essaye tout le temps de présenter ça, de dire que nous sommes tous des êtres humains. Vous voyez, il y a de grandes leçons, par exemple, la femme qui a trahi son mari a été présentée par des maîtres de littérature comme Gustave Flaubert, comme Léo Tolstoï. C'est pas qu'il défendait le fait de trahison, mais c'est qu'il essaye d'expliquer qu'elle n'est pas vraiment trop mauvaise, mais elle est comme nous à un moment donné, dans des conditions particulières. On peut faire ce qu'elle a fait. Vous voyez, alors c'est une manière pour nous d'apprendre qu'on ne doit pas juger les autres. Mais on doit, justement, essayer de les mieux comprendre. Et donc Mazen et Issam, c'est comme ça. Issam, c'est... Parce que c'est lui qui le recrute, qui le défend, oui, qui est en même temps... Je ne trouve pas qu'Issam est quelqu'un de mauvais. Oui, il s'est cassé. Il voulait vraiment un changement, il était communiste, il était sincère, il était fidèle à la théorie, à ses principes. Et il a souffert une torture qu'il n'a pas pu vraiment supporter. Et il s'est demandé, mais pourquoi? Mais on fait ça pourquoi? Pour qui? Alors continuons sur ces personnages. Parce que là, il y a quand même les Tartuffes. Les Tartuffes, ils sont quand même... excusez-moi d'utiliser le terme connu dans la littérature française, mais il y en a 2, un personnage masculin et un personnage féminin. Donc j'aimerais quand même qu'on s'arrête 2 minutes sur le cher Chamel, et puis, alors là, je dirais moi, le personnage qui m'émeut le plus, enfin qui je trouve le plus finalement le plus dégueulasse de du roman, qui s'appelle Nourhan, qui est la présentatrice de télévision. Parce que là, on va commencer à rentrer dans la mécanique de la contre-révolution. Parce que à travers tous ces personnages, je veux dire, c'est pas simplement un collage de personnages, c'est un roman à plusieurs voix qui permet petit à petit d'essayer de comprendre comment la mécanique du pouvoir se met en place, comment toutes ces histoires font l'histoire, et comment, au fond, ce roman nous raconte quelque chose que la presse nous a très peu raconté,
c'est-à-dire comment la contre-révolution, comment la répression, et au-delà, comment tout ça s'est enclenché. Alors, quand même, ce cher Chamel qui... et puis, c'est la belle Nourhan, puisqu'on l'imagine assez belle, même si son vœu le plus cher, c'est de pouvoir être voilée à la télévision. Oui, mais c'est exactement ça. Vous avez dit, j'avais toujours Tartuffe, quand j'étais inspiré par ces dames et ces messieurs, parce que le problème en Égypte, je pense dans le monde arabe, mais je connais l'Égypte plus que les autres pays, c'est que, à cause du wahhabisme, qui a été soutenu par l'argent du pétrole dès la fin des années 70, on a eu une interprétation, à mon avis, hypocrite de la religion. Alors, ce qui compte maintenant, comment les gens nous voient, et ce qu'on fait ne compte plus, vous voyez. Alors, c'est question du voile, question de burqa, question de... Mais qu'est-ce que vous faites? Quelles valeurs humaines vous défendez, si ça vous intéresse? On parle plus ça. Alors, j'ai présenté deux personnages, M. Chamel qui, et ça existe toujours en Égypte, c'est que... Le beau prédicateur. Absolument, absolument. La bourgeoisie. Oui, et non, tu es payé 1 million de livres égyptiens pour faire des émissions à la télévision, et parfois beaucoup plus, pour convaincre les croyants qu'ils ne doivent pas penser trop à l'argent. Ces manifestations suscitent la colère de Dieu et de son prophète. L'islam nous prescrit d'obéir à celui qui est en charge du pouvoir et de le conseiller s'il enfreint la loi religieuse. Excellence, mais que dites-vous aux manifestants? Et le Shi répondit: je leur dis que ceci est un complot maçonnique organisé par les Juifs pour détourner les musulmans de leur religion. Je dis à mes enfants qui sont sur la place Tahrir, vous vous êtes laissés fourvoyer par les fils de Sion. Demandez pardon à Dieu et repoussez une sédition qui risque de plonger notre pays dans un bain de sang. Vous, les jeunes, retournez chez vous. Ce n'est pas cela la voie du changement. Vous détruisez l'Égypte de vos propres mains. Revenez à Dieu. Revenez à Dieu. Exactement. Ça, j'ai pas inventé. J'ai vu à la télévision. Vous voyez? Alors, c'est pour cela que maintenant, heureusement, il y a de plus en plus d'Égyptiens qui ne font plus confiance à ces messieurs. Parce qu'ils ont découvert, moi j'ai su dès le commencement, mais il y a pas mal de jeunes qui ont vu que ce sont vraiment des hypocrites qui se sont vendus tout le temps pour le pouvoir. Alors, Chamel, c'est vraiment... J'étais inspiré par pas mal de cheikhs pour écrire Chamel. Alors, ce chapitre se termine par un moment assez terrible. On dit, ce que m'a appris l'histoire, toutes les luttes qui surviennent entre le peuple et le pouvoir se terminent toujours par la défaite du peuple. Le pouvoir en Égypte échoue peut-être dans tous les domaines, sauf à soumettre les Égyptiens. Je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas mon opinion, c'est l'opinion d'Assam. Et ça, vous le savez très bien que j'essaye de créer mes personnages. Ils m'échappent à un moment donné, ils deviennent indépendants. Parfois, ils disent des choses avec lesquelles je suis d'accord. Et souvent, ils disent des bêtises. Mais ça va. Ils ont absolument le droit de dire ce qu'ils veulent. Oui, puisqu'on a commencé par dire qu'on était dans de la littérature. Absolument. La littérature qui a quelque chose à voir avec l'histoire, telle qu'elle se fait, telle qu'elle s'écrit. Mais je ne suis pas d'accord. Mais voilà, donc le pouvoir a réussi à soumettre les Égyptiens. Il les soumet effectivement beaucoup avec la bien-pensance, notamment religieuse, de cet islam orthodoxe, wahhabite, financé par les Saoudiens principalement d'un côté ou par les Qataris de l'autre. Et on ne sous-estime beaucoup le poids durant les 70 dernières années de cette machine qui a acheté les radios, les télévisions, les journaux, et qui est une sorte, pas un lavage de cerveau, mais enfin un travail d'influence absolument considérable. Alors peut-être pour
parler, puisqu'elle est ma préférée quand même. Je voudrais qu'on parle quand même un peu de Nourhan, cette présentatrice de télévision. Nourhan, c'est une femme qui est hypocrite, qui fait ce qu'elle veut pour ses intérêts, et à la fin, elle a été toujours capable de couvrir tous ces crimes, si tu veux, avec la religion. Alors, elle a fait des choses terribles, et ce qui compte pour elle, c'est être voilé ou ne pas être voilé. Tu vois? Alors, ce qui compte, je crois, c'est d'avoir le pouvoir et l'argent. La rencontre, en dehors du fait qu'elle vit avec Issam, elle séduit le grand milliardaire dont on voit très bien... D'une manière très efficace. Qui est Chafouani, qui est donc quelques mots entre la relation entre les deux, qui donne le pouvoir, parce qu'elle conquiert le pouvoir à la télévision. Non, mais vraiment, elle fait ce qu'elle doit faire pour avoir la fortune, le pouvoir et tout. Et tout le temps, elle parle de la religion, elle se sent très mal. Elle a dit ça à la télévision, qu'à un moment donné, elle se sentait très mal parce que elle n'est pas voilée. Et elle a parlé à l'émission. Pendant l'émission, elle a parlé au Dieu, en disant que Dieu, vous savez très bien que vraiment je veux bien être voilé, mais il y a des choses qui m'empêchent, et des choses pareilles. Ça, c'est... J'étais inspiré par une vraie femme à la télévision. Alors, j'ai vu les vidéos, je l'ai vue en personne et tout, et elle m'a inspiré vraiment parce que à un moment donné, ça incarne quelque chose, ça nous dit quelque chose, que s'il s'agit de la religion, les gens vraiment peuvent faire des choses terribles et couvrir tout avec la religion. Et ils se sentent très confortables, vous voyez. Et parfois, ils croient ce qu'ils font. Ils croient ce qu'ils font, vous voyez. Ça, c'est vraiment terrible. Et je pense que c'est une cause, c'est une raison pourquoi je parle de l'Égypte toujours. Mais si peut-être il y a pas mal de choses en commun avec les pays arabes. Mais c'est une raison pourquoi l'Égypte reste dans une situation catastrophique. C'est que, j'ai écrit ça avant, c'est que dans les autres pays, on a des gens corrompus qui prétendent d'être religieux. Notre problème en Égypte, j'ose dire, c'est qu'il y a pas mal d'Égyptiens corrompus qui sont religieux vraiment. Vous voyez, il y a une grande différence. Avant de terminer ce galerie portrait et de passer, je dirais, aux questions qui traversent et qui travaillent le livre, qui est quand même très inscrit dans cette histoire, qui permet de comprendre de l'intérieur les mécanismes de la contre-révolution. Quel est votre personnage préféré, Alain Souaini? Celui qui vous a... C'est une question très difficile. J'aime tous mes... avec lequel vous êtes d'accord. Oui. Dis celui qui vous a... J'aime tous mes personnages, sauf des personnages parce qu'on doit aimer ces personnages. Et ça sera transmis tout le temps. Si vous aimez les personnages, les lecteurs... Mais il y a des personnages que tu essayes, mais tu n'arrives pas à les aimer. Tu vois, par exemple, comme tous les gens qui torturent, tu peux pas aimer. Hein? Mais peut-être si la question, quel est le personnage avec lequel tu partages la vision du monde, de beaucoup de choses, c'est Ashraf, c'est le copte. Tu vois, on est presque d'accord sur tout. Il fume trop le hashish, peut-être. Je ne sais pas. Il fume trop. Oui. Alors, je voudrais maintenant qu'on a un peu la galerie des portraits, donc vous avez compris, de ce roman à plusieurs voix, polyphonique,
avec des formes d'écriture qui sont différentes, hein, de la correspondance. On voit d'ailleurs il y a des typographies différentes, on voit que c'est des échanges de mails, que c'est des confessions, des dialogues. On a cette forme d'écriture qui permet de rentrer dans cette aventure littéraire. Je voudrais maintenant qu'on parle un peu justement, on l'a évidemment commencé à l'évoquer, mais au fond des lignes directrices, des grandes questions qui traversent et qui travaillent ce roman, qui est un roman qui a un rapport au monde, qui cherche à dire le monde et à dire ce moment de la Révolution, mais surtout de la contre-révolution. Alors peut-être quelque chose qui m'a paru très, très important, effectivement on l'a déjà évoqué, mais c'est ce poids de l'orthodoxie et au fond de la soumission volontaire. Je cite page 110. Mazen se contenta de fixer Issam en silence et il lui répondit ceci: le peuple égyptien ne fait pas de révolution, et s'il en fait une, elle est condamnée à l'échec, parce que c'est un peuple peureux et soumis de nature au pouvoir. Nous sommes le seul peuple dans l'histoire qui ait considéré ses rois comme des dieux et qui leur ait voué un culte. La culture égyptienne, nous l'avons héritée des pharaons. C'est une culture de docilité à l'égard du pharaon. Et il ajoute un peu plus loin: le peuple égyptien aime le héros despotique et se sent en sécurité lorsqu'il subit un dictateur. C'est cruel. C'est cruel et je ne suis pas d'accord du tout. Eh oui, mais qu'est-ce qu'il en est de Non, il essaie de justifier le fait qu'il a trahi la révolution, qu'il s'est vendu, mais il ne peut pas dire... c'est une forme d'essentialisation, une façon de dire... Oui, absolument, mais il ne peut pas dire... Mais il ne peut pas dire que je me suis vendu parce que je veux bien faire la fortune, je vais être tranquille, je ne veux plus être en prison. Alors il doit dire des bêtises pareilles. Hein. Mais moi, ce n'est pas mon rôle de dire mon opinion dans le... Oui, c'est son opinion à lui que j'ai transmis et je suis absolument... Je ne suis pas d'accord du tout. Cette idée de... En fait, ça reprend ce vieux canon du despotisme oriental. Voilà, donc finalement, en Égypte, ce qui caractérise... Au fond, la démocratie, c'est pas fait pour les Arabes ou les Égyptiens. C'est pas fait pour nous. Nous, on vient des pharaons. On a un pouvoir vertical, je dirais pas jupitérien, mais on a un pouvoir pharaonique. À partir de ce pouvoir pharaonique, voilà, la soumission volontaire, c'est notre destin. Mais c'est bien qu'on pose la question. Non, si la démocratie n'a pas été faite pour les Arabes, mais pourquoi on a eu des dictatures en Allemagne, oui, en Amérique latine, en Italie, en Portugal, qui sont des pays qui ne sont pas arabes et qui ne sont pas musulmans? A. B. Et si je vais dire, je vais vraiment... parce que je viens de finir un livre sur la dictature qui va apparaître en Angleterre l'année prochaine. Et j'ai découvert un sociologue français, un vrai génie, qui s'appelle Étienne de la Boissy. Et ce monsieur Étienne de la Boissy du XVIe siècle a écrit... Grand ami de monsieur de Montaigne. Oui, Montaigne, oui. Il a écrit un livre incroyable qui s'appelle... malheureusement, il est mort à l'âge de 30 ans, mais il a écrit un seul livre, il s'appelle « Discours de la servitude volontaire ». Qu'est-ce qu'il a dit? Il a présenté deux idées très importantes. La première, qu'il n'y a aucun dictateur qui sera capable de s'imposer ou de prendre le pouvoir sans que le peuple, à un moment donné, soit préparé pour la dictature. Parce que la dictature, c'est une relation de deux côtés. Parce qu'enfin, le dictateur, c'est une seule personne. Même s'il a l'armée, même s'il a... A. B, exactement ce que tu étais en train de dire, c'est que la dictature déforme le peuple. Alors, avec chaque dictature, vous aurez 2 ou 3 générations qui seront à un moment donné adaptées à la dictature. Vous aurez des gens à l'âge de 50 ans ou 60 ans qui ont vécu toute leur vie sous la dictature. Alors, ils ont reculé du domaine public et ils ont créé leur monde, petit monde, leur domaine personnel,
Vous voyez, leur monde est devenu de comment élever les enfants, comment gagner leur vie et tout. La troisième ou quatrième génération, ce qui est vraiment un miracle, c'est pour cela que je dis au commencement, les jeunes sont le miracle de l'Égypte. Je répétais en fait ce que Lavoisier a dit. C'est que vous aurez un miracle, c'est que il y aura une génération qui n'a jamais vécu la liberté, mais qui a besoin de la liberté, qui est absolument préparée pour faire un combat pour la liberté et payer le prix. Et à cette génération de comprendre qu'elle va faire un combat non seulement contre la dictature, mais contre les générations plus âgées, contre leurs propres parents, vous voyez, qui n'arriveront jamais à comprendre ce que ces jeunes veulent. Et je vous dis, parce que je suis très proche des révolutionnaires, j'ai entendu des dizaines de fois la question par des gens âgés en Égypte, mais qu'est-ce qu'ils veulent ces jeunes? Et chaque fois que j'ai entendu ces questions, j'ai pensé à Lavoisier. Parce que lui, au XVIe siècle, il était capable d'expliquer un phénomène que je trouve très utile pour comprendre ce qui se passe en Égypte. Alors, il y a ce miracle, à un moment dans le livre, il dit la place Tahrir était devenue une petite république indépendante, la première terre égyptienne libérée de la dictature. Donc on sent la Soigny qui a passé pas mal de journées, de nuits sur la place Tahrir. Et donc il y a ce miracle. Donc j'aimerais qu'avant qu'on parle des mécaniques de cette mâchoire de la contre-révolution qui donne le pouvoir de la dictature de Sissi aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle un petit peu justement de ce miracle de cette jeunesse, de ce goût de la liberté, de quelque chose qui est né et qui, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire aujourd'hui, n'a pas disparu, même si les dirigeants ont été mis en prison, mais les jeunes générations, elles sont toujours là, et ce goût de la liberté, il n'a pas forcément disparu. Non, ils ne sont pas disparus, mais ils sont moins visibles. Ils sont en prison. D'abord, les dirigeants ont été mis en prison. Oui, oui. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est vrai que le monde entier, après ce qui s'est passé à Tunis, était, je ne dirais pas sidéré, mais quand même pris par cette ferveur de ce moment extraordinaire sur la place Tahrir, qui n'était pas un moment factice, ceux qui l'ont vécu, des journalistes bien informés dans la salle qui étaient sur place pendant... c'est quelque chose qui a été un moment incroyable. Oui, un moment incroyable, mais aussi... j'ai un livre en arabe qui s'appelle « Les fautes de la Révolution » parce que moi je reste fidèle à la Révolution et parce que je reste fidèle à la Révolution, à mon avis, que je dois penser et présenter les fautes de la Révolution. Je pense qu'une faute grave de la Révolution, des révolutionnaires, moi je suis inclus aussi, c'est qu'on a pensé que la place Tahrir présente tout le peuple. On a fait confiance au conseil militaire. Le fameux SCAF, c'est ça? SCAF. Et on est parti. On a rentré. Et je trouve que c'est une faute grave. Parce que on devait rester. Les rues étaient les nôtres. La révolution était très puissante. À ce moment, à l'époque, et on devait vraiment comprendre, mais peut-être c'était trop pour nous de comprendre. On devait avoir l'expérience, mais on devait comprendre que ce qui est tombé, c'est pas le régime, c'est le symbole du régime. Finalement, j'ai couru vers le Nil est une façon, à travers ces personnages, d'essayer de comprendre, après cette ferveur, comment se fait-il que la contre-révolution a pu gagner. Et donc, là, à travers ces personnages et ces uns, on comprend un petit peu mieux. Donc j'aimerais que vous racontiez comment
Finalement, ce livre permet de comprendre ce qui s'est passé alors qu'on a un peu de mal. Il y a quelques essais, comme je pense au livre de Jean-Pierre Filus sur généraux, gangsters et djihadistes qui l'explique très bien. Écoutez bien, généraux, gangsters et djihadistes. Et donc, il y a des complicités qu'on n'imagine pas immédiatement. Et donc là, j'aimerais qu'on rentre un peu ces mâchoires de fer de la contre-révolution qui, voilà, ont gagné et sont au pouvoir avec, je dirais, en ayant joué sur la ferveur des jeunes et l'opposition aux frères musulmans. Et puis, voilà, le coup d'État a bien eu lieu. Oui, mais je reste optimiste quand même parce que ça, c'est normal. Si la révolution a besoin du temps, si on prend la Révolution française comme modèle, après 7 ans, la Révolution française, la situation en France était catastrophique. Absolument. On a besoin du temps. On a besoin du temps. On fait toujours cette faute, moi inclus, c'est que quand on dit qu'est-ce que vous avez fait avec votre révolution, on pense politique. C'est vrai qu'il y a un échec, on n'a pas pu vraiment. On a maintenant une dictature qui est pire que jamais, mais la révolution, c'est pas seulement politique. Moi, je crois que, et j'ai vu, et je sais, j'ai écrit qu'il y a un changement en Égypte. Et ce changement, c'est incroyable, mais c'est moins visible que le politique. Un changement culturel, un changement par rapport à la vision de femme, par rapport à la religion, à ces messieurs, des hommes d'affaires, ce que j'appelle des hommes d'affaires de religion, vous voyez. Maintenant, on n'a plus de respect pour ces gens. Pour ces gens, on avait avant, moi j'avais plus, mais les gens avaient. Alors, ça, ce sont des changements moins visibles que le changement politique, mais à mon avis plus important. Il y a quelque chose aussi qui est majeur, semble-t-il, là aussi, qui s'est passé dans les têtes, c'est que ce qu'on a pu appeler le mur de la peur s'est effondré. Absolument. Et ça, c'est quelque chose. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est comparable à ce mouvement qu'on a appelé la Nahda, la Renaissance arabe? Est-ce que c'est quelque chose c'est une forme de libération dans la tête? Absolument. Est-ce que c'est quelque chose de durable? Non, on ne peut pas reculer. L'Égypte qui existe maintenant, ce n'est plus l'Égypte qui existait avant la Révolution. Vous voyez, ça c'est sûr, c'est une conclusion, c'est une vérité et tout. Mais aussi pour comprendre cette alliance entre militaires, islamistes et hommes d'affaires et tout. La question la plus importante, est-ce que vous avez besoin d'un changement, oui ou non? Qui a besoin d'un changement? Les intellectuels, les pauvres, les jeunes qui souffrent sous une corruption incroyable, qui sont obligés de passer 20 ans, 30 ans dans des pays de Golfe pour qu'ils rentrent avec un peu de l'argent. Ces millions, ils ont besoin d'un changement. Mais si vous êtes riche, si vous êtes très bien, vous avez tout, et un homme d'affaires, par exemple, la plupart des joueurs de foot en Égypte et la plupart des acteurs connus en Égypte soutenaient l'ancien régime. Ça ne m'étonne pas. Ils n'ont pas besoin de changement. Et ils n'ont pas confiance à eux-mêmes. Alors ils pensent qu'on a fait cette fortune avec une formule, sous un régime particulier. Si on change le régime, peut-être qu'on sera plus capable de faire le même argent, vous voyez? Alors ça ne m'étonne pas. Et c'est ça qui compte, c'est que moi je suis, vous voyez, mon cabinet dentaire est au Caire dans un quartier très bourgeois. Alors je reçois des gens qui sont absolument contre la révolution parce qu'ils sont très riches. Et j'essaye d'éviter la discussion parce que ça ne sert à rien. Mais ils insistent pour des raisons. Une fois, une dame m'a dit, très riche,
Il m'a dit, écoutez, mes dents étaient très bien jusqu'à... Et c'est votre révolution qui a détruit mes dents. Et j'ai dit, écoutez, madame, j'ai étudié pour être dentiste, c'est la première fois que je comprends que la révolution peut avoir vraiment des résultats sur les canines. Demandez.